Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Et j'ai suivi ce matin une interview sur France, sur TV5, une interview accordée au porte-parole du Front de libération de l'Azawad. Cette rébellion multiforme qui lutte contre le gouvernement malien. Ce front de libération de l'Azawad aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, a été créé il y a un an de cela. C'est le résultat de la fusion de tous les mouvements signataires de l'accord d'Alger, qui étaient soit dans ce temps contre les autorités maliennes ou c'est même qui étaient proches des autorités maliennes. C'est-à-dire c'est de la CEMA et c'est de la plateforme qui ont décidé de conjuguer leurs efforts et dissoudre tous leurs mouvements particuliers et constituer un seul mouvement qui est le Front de libération de l'Azawad. Donc ces fronts aujourd'hui existent presque sur tout l'étendue du territoire de l'Azawad, bien sûr dans la région de Kidal, de Gao et Taoudani, Tombouctou. Nous avons une forte présence militaire. Nos militaires sont bien sûr qu'ils ne sont pas dans des villes, mais sont présents aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, que ce soit de la frontière mauritanienne jusqu'à la frontière algérienne. Donc ils sont là, ils se préparent, comme on l'a toujours dit, que nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée par une junte qui est venue illégalement et d'une manière illégitime en faisant un coup d'État sur un régime démocratiquement élu avec qui nous avons signé un accord de paix sous l'égide de toute la communauté internationale. Malheureusement, cette junte qui est venue, qui a mis tout en cause et a mené les mercenaires russes de Wagner qui sont en train de commettre des graves crimes qui mènent une politique de la terre brûlée contre la population de l'Azawad sans distinction. On va quand même juste développer rapidement. Enfin, quand même, il n'y a plus de dialogue possible avec le gouvernement? Impossible. Impossible. S'ils voulaient le dialogue, n'allaient pas mettre cet accord qui était là, qui constituait un cadre de paix qui tout le monde respectait. Je ne vois pas comment demain ils pourront demander la paix parce qu'ils ont déjà mis une paix qui existait, qui pouvait vraiment être une chance pour la paix et la stabilité dans tous les Sahel. Alors, le principe que vous souhaitez, vous, c'est l'indépendance du nord du Mali ou une simple autonomie? Nous voulons l'indépendance de l'Azawad. Il faut savoir que le FLA n'est qu'une continuité d'une lutte qui a commencé il y a à peu près de 60 ans de cela, ou bien même au-delà. Il faut savoir que la lutte du peuple de l'Azawad a commencé bien avant l'indépendance du Mali. Depuis 1958, les chefs des tribus, des notabilités de ces communautés qui vivaient dans cette zone avaient adressé une pétition au général de Gaulle, en ce temps président de la France, pour lui demander de ne pas lier leur territoire au sud malien qui n'avait rien qui les liait, ni historique, ni culturel, ni géographique. Donc depuis le moment, cette lutte, elle est là. Donc chaque fois que les Azawadiens se réveillent et reprennent les armes, il faut savoir que personne ne veut prendre une arme pour aller tuer ou bien se donner la mort. C'est parce qu'il n'a plus le choix. Donc à chaque fois que cette population s'est révoltée et a pris les armes pour revendiquer ses droits, il y a eu une intervention de la communauté internationale pour nous plier les mains et amener... Alors on comprend que le différend est profond. Les autorités maliennes ne vous différencient plus des groupes djihadistes. Comment réagissez-vous à cette qualification? Cela nous n'étonne point. Nous aussi, pour nous aussi, ils sont des terroristes parce qu'ils ont amené ces mercenaires Wagner, qui est une organisation reconnue par tout le monde comme une organisation terroriste. Les actes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui contre les populations civiles, soit suite à des frappes de drones contre des campements, contre les marchés des villages, soit sur les terrains, soit les cannibales, c'est-à-dire qu'ils tuent quelqu'un, décapitent sa tête et découpent ses organes et les mangent. Ça, ce sont des actes vraiment terroristes que les Daesh et les autres n'arrivent pas à faire. D'ailleurs, Daesh est là depuis une dizaine d'années. On ne les a jamais vus découper quelqu'un, les préparer comme un méchoui et finir par les manger. Alors, ce sont effectivement des propos et des accusations assez graves. Est-ce que pour le moment, vous n'avez pas, à un moment donné, été aussi un peu ambigu? On pense notamment à la bataille de Tizawaten, lors de laquelle le groupe Wagner a subi de lourdes pertes. Est-ce qu'à ce moment-là, sur cet événement-là, il n'y a pas une alliance de circonstances avec les djihadistes? Vous savez, il n'y a aucune ambiguïté par rapport aux combats qui ont eu lieu l'année dernière à Tinzawaten, où les mercenaires de Wagner ont subi une lourde défaite. Ces combats, on dirait presque 3 jours, ont été commencés à Tinzawaten.
premier jour, deuxième jour, menée par les combattants des FLA. C'est vrai que dans ces vastes déserts, le JNIM, il est là, il est présent. Donc, à un moment donné, parmi des gens qui fuient le combat, sont tombés entre une unité des JNIM qui les a vraiment attaqué elle aussi. Donc, mais je ne vois pas l'ambiguïté ou bien qu'est-ce qui est... En dehors de tout ça, il faut reconnaître que le JNIM, il est là. Pas seulement dans l'Azawad, il est au Sahel et au-delà, même au Niger et au Burkina. Nous menons notre combat sur notre territoire, même si elle est présente, mais le JNIM est connu pour ses objectifs. Le FLA, il est là, il était dans un accord de paix et qui, malgré elle aujourd'hui, est dans une guerre que le JNIM menait depuis longtemps. Qu'est-ce que vous répondez au service, au responsable du renseignement militaire ukrainien qui a déclaré que son pays vous avait donné des informations utiles? Vous savez, dans les déserts et dans l'Azawad, entre les roches et les dunes de sable, je ne pense pas que les Azawadiens ont besoin de renseignements ou bien de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous avons de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France, avec tous les États-Unis, avec presque tout le monde. Nous avons et avec la France, justement, et avec Bien la sûr, France. nous avons de bons contacts avec toute la communauté internationale. Quel est le positionnement de Paris vis-à-vis de vous? Bon, Paris, pour nous, au FLA, en tant qu'Azawadiens, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont les conséquences des erreurs que la France a commises lors de l'octroi des indépendances des États ouest-africains. Donc, nous sommes en train de vivre les erreurs de sa politique. Donc, et même en 2013, c'est la France qui est revenue pour ramener le Mali sur les territoires de l'Azawad. Donc, tout ce que nous subissons aujourd'hui, en quelque part, la France a une part de responsabilité. Nous sommes en train de vivre les conséquences des erreurs de sa politique. Ce sont vos précisions, ce sont vos positions. Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du Front de libération de l'Azawad, ici en plateau. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Je vous remercie, moi aussi. Et c'est justement ce qui m'amène aujourd'hui à parler du Mali avec sa guerre sanglante, bien entendu, que le gouvernement malien mène contre cette rébellion dans le nord du Mali. Vous savez que c'est une rébellion quand même qui dure depuis pas mal de temps. La guerre dure depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, le porte-parole de ce mouvement, le Front de libération de l'Azawad, affirme, toujours dans cet entretien avec TV5 Monde, nous ne négocierons pas avec ce gouvernement puisque c'est un gouvernement illégitime qui a renversé un pouvoir et qui avait accepté de signer la paix avec nous. Et justement, là, c'est grave. Ça veut dire la rébellion ne veut pas négocier du tout. Et ça complique les choses. Ça veut dire, si on y comprend, si on essaie de comprendre et d'y voir de plus près, pour le Front de libération de l'Azawad, la guerre va continuer jusqu'à ce qu'il y ait une partie qui remporte la victoire. Ce qui veut dire, si vous combattez et que vous ne voulez pas négocier, ça complique les choses. Normalement, dans tous les conflits du monde, quand vous menez la guerre, vous laissez toujours une petite fenêtre de négociation afin que vos revendications puissent être prises en compte. Mais là, justement, si vous ne voulez pas négocier, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que pour eux, ça veut dire les rebelles du Front de libération de l'Azawad, il faut que le gouvernement malien parte pour que la paix puisse revenir. Mais même là, on n'est pas sûr que si le gouvernement, disons, que si le gouvernement malien démissionnait, par exemple, et que le général Assimi Goïta acceptait de faire des élections libres et transparentes, qu'il y a un autre gouvernement qui serait mis en place, là aussi, à entendre le porte-parole de cette rébellion, là aussi, on ne serait pas sûr que les armes seraient déposées, puisque le principal objectif de cette rébellion est l'indépendance du nord du Mali. Ce qui, je pense,
pour tout gouvernement malien, n'est pas négociable. Non, pardon, n'est pas acceptable. Je ne vois pas un chef d'État malien qui accepterait la partition de son pays, de son territoire. Et donc, ça complique les choses. J'ai entendu ce porte-parole de la rébellion qui accuse surtout la France d'être responsable de ce qui est, ça veut dire qu'il y aurait dû avoir un État touareg dans le nord. Et là, justement, s'il veut aller corriger l'histoire en combattant, en menant ce qu'il faut appeler quand même des violences dans le nord du pays, ça veut dire que la paix est loin de revenir dans le nord du Mali. Et vous savez déjà, le gouvernement malien aussi est déterminé à en finir, à en découdre avec cette rébellion. Ça veut dire que les deux parties en réalité veulent combattre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et si vous voulez combattre jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur, ça veut dire que le conflit risque de durer encore une fois très, très longtemps. Et là, justement, je pense que pour les Maliens, je parle du bas peuple malien, cela va compliquer des choses. Ça veut dire la vie au quotidien, quand il y a un conflit, quand il y a la guerre, avec les violences qui vont avec, ça veut dire que la vie au quotidien des Maliens va continuer à être très difficile. Donc, les Maliens, le peuple malien, va encore souffrir puisque les deux parties veulent combattre jusqu'au bout. Mais justement, puisqu'on parle du Mali, vous avez suivi vous avez suivi les dernières actualités concernant les relations tendues entre le Mali et l'Algérie. On parle de cette rébellion du Front de libération de l'Azawad, mais pour le Mali, justement, cette rébellion est soutenue par l'Algérie. Nous avons parlé sur cette chaîne de l'incident qui a eu lieu dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, cette année, lorsque l'armée malienne a abattu un drone, l'armée algérienne a abattu un drone malien. Ça a provoqué un incident diplomatique très grave. Et nous en avons justement parlé ici. Mais ce qui est nouveau, ce que nous n'avons pas évoqué sur cette chaîne, justement, c'est que le Mali a décidé finalement de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Ça veut dire le Mali voulait que la Cour internationale de justice condamne l'Algérie pour cet acte que le Mali qualifie d'acte d'agression, le fait d'abattre un drone de l'armée malienne. Mais ce que nous avons entendu, c'est que la Cour de justice internationale s'est dit plus ou moins incompétente pour statuer sur cette affaire. Dans un communiqué, la Cour a dit, pour que nous puissions justement juger cette affaire, il faudrait que l'Algérie reconnaisse la compétence de la Cour internationale de justice, du moins pour ce cas précis, pour cette affaire. Or, l'Algérie n'a pas répondu. Donc, il aurait fallu que l'Algérie reconnaisse la compétence de la Cour pour ce qui est de ce litige qui le lie au gouvernement malien. Et comme l'Algérie, jusqu'à présent, n'a pas répondu à la demande de la Cour, ça veut dire que l'affaire risque de ne pas être jugée du tout. Et si l'affaire n'est pas jugée devant la justice internationale, ça veut dire que les relations vont continuer à être étendues et que probablement le conflit risque de s'enliser. Et quand le conflit s'enlise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie qui est accusée de soutenir la rébellion de l'Azawad, peut-être à tort, je ne sais pas, mais même si c'était à tort, lorsque les accusations continuent d'affluer, l'Algérie risque réellement
de vouloir armer et soutenir cette rébellion de l'Azawad. Peut-être que c'est déjà le cas, mais je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais le Mali affirme que l'Algérie soutient la rébellion de l'Azawad. Et lors de cet entretien avec la chaîne de télévision TV5 Monde, le porte-parole de l'Azawad est revenu sur les soutiens des uns et des autres. On lui avait posé la question concernant le soutien de l'Ukraine. L'Ukraine qui a affirmé qu'il a apporté certaines informations utiles à la rébellion de l'Azawad lors de la bataille qui a fait que les mercenaires de Wagner qui étaient venus porter main forte à l'armée malienne, ces mercenaires ont été vaincus. Et donc, pour le porte-parole de la rébellion, c'est vrai que cette bataille a eu lieu, que les mercenaires de Wagner ont été battus, ont été vaincus, mais que l'Ukraine n'apporte pas, outre mesure de soutien, auquel l'Ukraine n'apporte pas d'autre soutien supplémentaire à l'Ukraine, pardon, à la rébellion. Il n'allait tout de même pas reconnaître d'être soutenu par l'Ukraine. Mais en parlant de l'Ukraine, il a dit, nous entretenons de bonnes relations avec d'autres pays, l'Ukraine, la France, il a cité d'autres puissances occidentales, ce qui sous-entend que cette rébellion est plus ou moins soutenue par des puissances occidentales. Et ce serait quand même étonnant, mais pas surprenant. Puisque justement le Mali, vous le savez, depuis le coup d'État qui a mené Assimi Goïta au pouvoir, les relations entre le Mali et d'autres puissances, et des puissances occidentales ont été très tendues. Et donc, ce ne serait pas étonnant que la France, par exemple, soutienne la rébellion Touareg, puisque les relations entre la France et son ancienne colonie, le Mali, sont très tendues depuis l'avènement au pouvoir de l'actuelle gouvernance du pays. C'est pas étonnant que la France, que les États-Unis, que le Canada, que la Grande-Bretagne essaient d'apporter un soutien plus ou moins important à cette rébellion de l'Azawad. Dans tous les cas, ce que nous voulions dire, c'est que les deux parties, ça veut dire le gouvernement malien et la rébellion Touareg, qui se fait maintenant appeler le Front de libération de l'Azawad, sont déterminés à continuer la guerre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et comme nous le disions, cela risque d'avoir beaucoup de répercussions sur la sécurité de la population malienne. Nous avons entendu justement ce porte-parole qui ne reconnaît pas être djihadiste, puisque le gouvernement traite ces mercenaires, ces rebelles de djihadistes. En fait, pour eux, ils ne sont pas djihadistes. Il y a des djihadistes d'un côté, mais il y a le Front de libération de l'Azawad qui est à part et qui se veut un mouvement honorable. Voilà. Nous attendons tout de même la réaction, si réaction il y a, du gouvernement malien, surtout concernant les relations entre la rébellion et des puissances occidentales et que son porte-parole a nommé dans des termes flous. Mais on comprend justement que s'il y a des soutiens occidentaux à cette rébellion, euh, le gouvernement malien ne va pas rester les bras croisés, il y aura forcément des réactions et des condamnations. Et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines émissions, mais pour l'instant, c'est ce que nous voulions dire. Et je vous remercie infiniment de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.